Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été, vous le savez, on explore les terres du wokisme. Ouh, cette terre un peu flippante, visiblement, qui a l'air de terroriser plein de gens. Cet été, on a traité de plein de mots qui se rapportent à ce mot, le wokisme. On a parlé de l'islamo-gauchisme, du validisme, etc. Et aujourd'hui, je suis avec Haute-Vie de Jouy pour parler antiracisme. Et alors, Haute-Vie de Jouy, on se connaît depuis très longtemps. Tu es chanteuse, tu es performeuse burlesque. Est-ce que c'est une bonne façon de te présenter ? Oui. Je fais plein d'autres choses, mais oui, c'est déjà bien. Évidemment. Tu cuisines un peu. Beaucoup trop. Toi, si tu devais te présenter, tu te présenterais comment ? Déjà, je dirais bonjour, parce que j'ai pas encore dit bonjour. Eh bien voilà, je suis une artiste qui a beaucoup travaillé dans la musique pendant très longtemps. J'ai été choriste très longtemps, et puis j'ai ensuite un petit peu quitté ce milieu pour des raisons notamment de sexisme, etc. Et donc je me suis redirigée vers le milieu burlesque, qui permettait de faire plein de choses, notamment avec ses mains, fabriquer des choses, etc. Et puis, là ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait un monde entre ce qui était prôné sur scène et ce qui était en fait, ce qui se passait réellement en coulisses, etc. Et donc, probablement que c'est le moment où j'ai commencé à me réengager un peu plus dans l'antiracisme et à être un peu plus militante, en rencontrant des gens notamment qui m'ont soutenue, etc. Mais enfin voilà, on en parlera. Alors, nous, on se connaît depuis quand même super longtemps. Franchement, je sais pas, je dirais 12 ans. 12... Ouh là, tu es loin, tu comptes. C'est vrai. Ah oui, on se connaît depuis 20 ans. 20 ans ? Quasiment. Non, attends, 18 ans. On s'est connus, on avait 18 ans, 19 ans. Ah ouais, 19 ans, ouais. je crois, donc on se connaît depuis 18 ans. D'accord, ok. Bon, écoute, très bien. Formidable. Je me viens de me prendre un coup de pelle sur la gueule, mais y a pas de problème. Pourquoi j'ai fait appel à toi ? Parce que il y a quelque temps, tu m'as fait un petit retour sur Vulgaire et tu m'as dit, mais tu te rends compte que tu n'invites que des personnes blanches. Et moi, j'ai fait, non. Bon, quand même. Et donc, en fait, je me suis dit que tu étais la bonne personne pour en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, qui me fait ce retour-là. Enfin, personne, d'ailleurs. Et donc, je me suis dit que c'était chouette d'aborder ce sujet-là avec toi et qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est, selon toi, le wokisme ? C'est un terme qui, à la base, est utilisé par les personnes concernées, donc les racisés, les féministes, etc., pour désigner leurs alliés. Donc, à la base, c'est pas vraiment ni, entre guillemets, à l'ennemi, ni aux personnes elles-mêmes de se définir comme woke. C'est plutôt les personnes concernées qui, de base, en fait, ça vient du verbe wake, se lever, en fait, se réveiller, et ça vient de wake up, en fait. Et donc, c'est vraiment un terme qui permet de comprendre qui est conscient, en fait, sur ces questions-là, qui a décidé aussi de s'intéresser, de remettre en question aussi certains privilèges pour les mettre au service de l'antiracisme, de l'intersectionnalité, de tous ces termes qui font très très peur. Pour le coup, intersectionnalité, on en parlera la semaine prochaine avec Sarah Mazouz. Je le dis pour pas que les gens se disent « Oh mince, c'est un terme que je connais pas ». Oui. On l'abordera largement la semaine prochaine avec Sarah Mazouz. Toi, t'es woke ? Eh bien, moi, je suis pas woke puisque je suis concernée, en fait, directement. À la base, le terme woke, il désigne les personnes pas forcément concernées, mais qui sont alliées et qui sont lucides et conscientes. Après, c'est un terme qui, en arrivant en France, a été déformé, de détourner le sens premier pour en faire un terme péjoratif, en fait, alors que c'est tout à fait positif à la base, d'être éveillé, en fait. C'est être éveillé, c'est être conscient, c'est être lucide, en fait. Donc toi, tu n'es pas woke puisque... Je sais pas si soi-même on peut être woke puisqu'on est par définition concerné. Donc en fait, c'est notre vie et on n'a pas d'autre choix en fait que d'être militant ou que d'être antiraciste. Militant, encore une fois, c'est très très vaste. On peut chacun faire aussi à son échelle comme on peut. Des fois, c'est juste parler à ses amis et leur dire des choses qui sont pas forcément évidentes, comme j'ai fait par exemple avec toi. Tu es mon ami et être militant, c'est aussi un moment ne pas renoncer à ça. Sous prétexte qu'on a envie qu'on nous aime, sous prétexte qu'on aurait des intérêts à se taire, etc. Du coup, je sais pas si je suis woke, moi, étant moi-même racisée et concernée et n'ayant pas vraiment le choix que de me battre contre certaines oppressions. Pour moi, les gens woke, c'est des gens qui sont nos alliés, en fait, et qui le sont sincèrement, profondément. Donc, le terme aujourd'hui dont on va parler, c'est l'antiracisme. C'est quoi l'antiracisme ? Alors, c'est quoi le racisme ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est dans quel sens on prend la question ? C'est ça. En fait, l'antiracisme, c'est tout simplement de dire
je ne suis pas d'accord avec votre racisme. Essayons de lutter contre ça pour être égaux, en fait. C'est l'antiracisme, c'est de dire que je sois plus foncé de peau, que je vienne d'une autre culture, etc. Ça ne détermine pas ma valeur humaine, ça ne doit pas déterminer non plus les droits auxquels j'ai accès. L'antiracisme, c'est juste de dire, s'il vous plaît, on peut être pareil. On peut être juste égaux, s'il vous plaît, parce que franchement, là, ça commence à être un peu relou de se faire taper sur la gueule pour un oui, pour un non, et surtout d'arrêter les différences de traitement sur plein de questions, en fait. Enfin, voilà. Le racisme, c'est quelque chose que tu définis comment? Alors, c'est complexe. Le racisme, j'ai longtemps cru, dans mon enfance, ayant grandi sous Mitterrand, que c'était quelque chose de... Pour nous, le racisme, c'était Jean-Marie Le Pen, le Front National. Et c'était, à l'époque, c'était quelque chose, je vais pas dire de diaboliser, c'est plutôt qu'on l'a dédiabolisé depuis, mais en fait, c'était quelque chose de vraiment... C'était l'insulte suprême si on te prenait à dire ah, mais Le Pen ne dit pas que des conneries, en fait. Et en fait, c'était... Le racisme, pour nous, c'était un truc vraiment... C'était le monstre du Loch Ness, un peu. C'était un truc... vraiment hardcore, et en fait, au fil des années, on se rend compte que le racisme, c'est pas uniquement en fait se faire tabasser la gueule en rentrant le soir parce qu'on est arabe ou noir, en étant non blanc, c'est aussi en fait l'absence de bonnes intentions. C'est l'absence d'accès à plein de choses, et en fait, je vais même te dire que ça va aller super loin quand tu te rends compte qu'en fait, ça rentre même dans les relations intimes, que ça rentre dans les relations de couple. Il y a aussi des formes de racisme qu'on n'imagine pas être du racisme, comme justement la fétichisation raciale. Alors, est-ce que tu peux expliquer fétichisation raciale? La fétichisation raciale, c'est justement de survaloriser, d'exotiser en fait une personne racisée, non blanche, en lui attribuant tout un imaginaire colonial en fait, comme le mythe de la femme maghrébine qui serait outrancièrement sensuelle et sexuelle parce qu'en fait, selon l'imaginaire blanc, en fait, elle s'émancipe du carcan musulman et du carcan patriarcal des hommes arabes qui sont des... Enfin bref, je vais rentrer dans des phrases qui vont être un peu limites et pas forcément cool à entendre, mais qui sont en fait la base de la fétichisation raciale. On a longtemps cru que la fétichisation c'était cool parce que on avait un petit peu que ça comme retour positif sur ce qu'on était, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que non, la fétichisation raciale était uniquement sexuelle, qu'on était encore plus objectifié que les autres, et qu'en plus de ça on n'avait toujours pas accès finalement à l'évolution sociale, à des revenus égaux à des personnes blanches. Pour prendre l'exemple type de en fait, un homme blanc va à fond fétichiser une femme orientale ou une femme noire pour son intimité, pour tromper madame et tout, mais en société, ce qui le valorise, ça va être d'être avec une femme blanche, mince, plutôt blonde, aux yeux clairs, et qui, en fait, représente dans la société la réussite, etc. Nous ne représentons jamais ça, en fait. C'est très complexe en fait comme sujet, mais c'est une partie du racisme en fait. Et c'est aussi ne pas avoir accès effectivement aux mêmes emplois que les autres, c'est ne pas avoir accès à des logements comme les autres, c'est ne pas être entendu de la même manière aussi, ne pas avoir le droit à la même colère que des personnes blanches par exemple, dans notamment les milieux féministes, etc. Il y a un pattern du féminisme blanc aussi qui est très ancré comme un truc de... Elles ont la science infuse et elles savent pertinemment ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut exprimer. Et en fait, leur colère est totalement légitime à partir du moment où elles ont un privilège en moins. On va dire que dans le bouquet, en fait, elles ont la fleur sexisme, et nous, on a tout le bouquet. On a la fleur sexisme, et on a la fleur racisme, on a la fleur pauvreté, on a la fleur... En fait, on a un bouquet. C'est un petit peu, on va dire, une représentation de l'intersectionnalité aussi. C'est de dire, en fait, il y a des personnes qui ont un privilège en moins, nous on en a 50 en moins, et bizarrement, nous, notre colère, elle est moins entendable que la leur. Et par tout le monde. Le racisme, c'est aussi avoir moins d'empathie pour des gens racisés que pour des personnes blanches. On sait aussi que y a plein de contextes en fait sociaux où c'est la fameuse Karen. Tu vois, il y a un truc avec la Karen qui sait que elle sera beaucoup plus entendue. La Karen, donc c'est la femme blanche de classe moyenne qui passe son temps à se plaindre. On voit beaucoup de Karen en ce moment sur TikTok et tout ça. Bon, non que j'aille, enfin, je vais pas tellement sur TikTok, mais c'est vraiment toujours des Karen qui disent vous avez l'air bizarre et donc du coup je vais appeler les flics, alors que les gens ils ont rien fait, juste en train de manger un burger quoi. C'est un peu ça. Appelez-moi votre responsable, je suis une Karen. Il y a un terme en psychologie qui s'appelle la privation relative. Et c'est un concept, c'est vraiment ce qu'il explique par rapport au fait de ne pas être capable en fait de comprendre
les souffrances des autres en fonction de sa propre souffrance. C'est-à-dire la privation relative, ça dépend de la privation que vous avez connue, ça dépend des frustrations que vous avez connues, etc. Et votre frustration et votre colère, elle est relative à votre statut social, elle est relative à la posture que vous avez, et donc elle est plus ou moins légitime aussi selon qui vous êtes. Et donc, cette posture, elle vous met souvent dans un endroit où vous êtes incapable d'entendre les personnes qui ont plus de souffrances que vous, à savoir des personnes racisées qui ont factuellement, en fait, plus de problématiques à gérer dans la vie. Et on parle aussi de privation relative par rapport à des groupes qu'on dit ethniques. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, des groupes sociaux et racisés, etc. Et on sait qu'en fait, ça a un impact sur l'optimisme, sur la croyance dans l'avenir, sur toutes ces choses. Et c'est très intéressant aussi de connaître ce concept-là pour comprendre aussi pourquoi il y a des personnes qui sont beaucoup plus en colère que d'autres et qui ont aussi beaucoup plus de difficultés à gérer une colère qui est pourtant pas moins légitime que celle des Blanches. Et l'antiracisme, c'est aussi de dire à un moment, notre colère aussi, elle est légitime et on va vous expliquer pourquoi, en fait. On essaye de vous expliquer pourquoi. Et il faut arrêter de silencier l'antiracisme, justement, parce qu'en fait, en silenciant l'antiracisme, on permet au racisme de proliférer, de prospérer, de propager, en fait, des idées fausses, des idéologies qui sont, qui légitiment, en fait, la violence envers les personnes racisées, qui légitiment, en fait, une pseudo-supériorité blanche, une suprématie blanche, de plus en plus banalisée aussi. Et en fait, le rôle de l'antiracisme, c'est précisément d'essayer d'éviter qu'on en arrive à des choses qu'on a déjà connues, notamment dans l'histoire, et qui semblent être complètement oubliées aujourd'hui. Il y a vraiment des mécanismes qu'on retrouve dans des propagandes d'aujourd'hui, en fait, qui étaient exactement les mêmes qu'en 33 et qu'en 40, etc. Enfin, c'est assez aberrant, enfin, c'est fou. Hier, j'ai regardé le documentaire en 2 parties qu'il y a sur Arte sur le Ku Klux Klan. Ah, je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Il est incroyable. Exactement. Parce qu'en fait, ça montre à quel point, en fait, c'est toujours des trucs un peu nuls de gens qui se sentent menacés parce que d'un coup, ils avaient des esclaves et donc du coup, ces esclaves ne sont plus leurs esclaves et donc eux ils se disent attends, c'est pas possible, moi je me sens menacé parce que du coup j'ai plus d'esclaves. Donc du coup, il y a une poussée du Ku Klux Klan qu'on arrive à réprimer. Et il arrive toujours à revenir, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est-à-dire que c'est ce que montre ce documentaire qui est passionnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une avancée, quelle qu'elle soit, pour les personnes noires, en tout cas, c'est comme ça que c'est raconté dans le documentaire, à chaque fois, il y a des poussées du Ku Klux Klan. Donc ça montre bien ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se sentent privés de certaines choses, alors que, en fait, ça n'a aucun impact sur leur vie à eux, en vrai, donc concrètement dans la vie. C'est même pas privé de certaines choses ou privé de leurs privilèges, c'est privé de domination. Ah oui, voilà. C'est la chose la plus compliquée pour eux, c'est renoncer au fait d'être supérieur, d'être au-dessus. C'est ce qui les terrifie. C'est comment ça nous sommes égaux? Non, nous ne sommes pas égaux, nous sommes supérieurs. Et il y a une vraie volonté consciente et lucide et théorisée de ça. Et il faut arrêter avec l'idée que le racisme, c'est un truc de gens incultes ou pas cultivés, etc. Non, c'est faux. Le Ku Klux Klan est la preuve que ce sont des gens instruits, des intellectuels avec beaucoup, beaucoup d'argent qui ont prospéré aussi avec un système économique. Et c'est pour ça que c'est très, très important aussi qu'on parle de cet aspect-là économique, qui est que il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas d'impact politique s'il n'y a pas de poids économique. Et c'est aussi ce qui est très intéressant en France, c'est qu'on voit en fait que depuis les années 80, les Arabes très, très, très peu gravi l'échelle sociale et que du coup, ils ont très peu d'impact politiquement. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important aussi de soutenir financièrement des courants et des mouvements antiracistes. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'argent, on peut pas communiquer, on peut pas être toujours bénévole quand on est antiraciste, quand on est en plus déjà au bas de l'échelle sociale et qu'en plus on doit penser à travailler, qu'on doit penser à manger deux fois par jour et quand à côté de ça il faut faire du bénévolat alors qu'en plus c'est vraiment juste aller prendre des balles pour au final vraiment c'est compliqué en fait. Et en plus dans ces courants-là finalement le bénévolat antiraciste et tout est souvent récupéré par des bourgeoises et des bourgeois qui ont le temps de ça en fait et qui en fait vont silencier des personnes racisées dès lors qu'elles sont un peu trop en colère et qu'elles disent « Attendez, c'est pas la bonne façon de faire. Et vous ne pouvez pas comprendre nos oppressions en tant que personnes blanches privilégiées. Il suffit pas d'avoir envie. C'est comme les nice guys, en fait. C'est les blancs qui sont en mode « Mais moi, je suis un gentil, moi, je suis pas raciste. Et puis, regardez ce que j'ai fait pour vous. » Et en fait, dès lors que vous attendez de la gratitude de la part des personnes racisées, en fait, c'est une forme de racisme puisque vous n'attendriez pas ça d'une personne blanche. Moi, j'ai une question.
Bon, c'est une question où j'ai la réponse, mais enfin j'ai la réponse. J'ai une réponse pour moi, mais j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Est-ce que on n'est pas tous racistes? Puisqu'on est dans une société qui est raciste, est-ce que par défaut, on l'est pas forcément en fait? Eh ben, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne Merci. question. Non, mais écoute, c'est que dalle. Tu vois, par exemple, Shirley Soignon dit qu'on est tous racistes, et je pense que je sais pas. Je sais pas si on est tous racistes. Je sais pas si on est tous racistes d'une manière. Plus ou moins. Ouais, si, t'as raison. Peut-être qu'on est tous plus ou moins racistes. Mais alors, du coup, est-ce que... On a tous des biais qui sont forcément... Qui nous ont été imposés, en fait. Qui nous ont été imposés dans notre construction. Je sais pas, moi, regarde, je suis grosse et pourtant je suis grossophobe, tu vois. Oui, bien sûr. Et j'ai beau vouloir faire attention à tout ça. Dans les faits, quand tu me dis, bah, tu n'invites que des personnes blanches, moi, dans ma tête, je suis là, non, j'ai invité telle personne et telle personne. Mais en fait, en vrai, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais je crois que c'est quelque chose de sociétal, tu vois. Oui, bien sûr. Et aussi de connaissance, mais peut-être que je me trompe, hein, mais de connaissance aussi de l'autre. Enfin, j'ai l'impression que, oui. Mais peut-être que c'est de la fausse défense, j'en sais rien. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai grandi en Bretagne. Il y avait 3 personnes qui non blanches dans tout. Non, mais jusqu'à mon lycée. Ah oui. Si tu veux, il y a un truc de, bah, en fait, forcément, évidemment que j'ai l'impression que c'est, du coup, ce biais-là vient fausser mon rapport aux autres, puisque c'est un rapport de non-mixité. Je veux dire, j'ai grandi en non-mixité, j'ai grandi avec des blancs, entre nous, et du coup, bah, c'est sûr que après, ma vision des choses, elle est forcément faussée pour le reste de la vie, même avec toute la bonne volonté du monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc là, je suis en train de dire, c'est pas moi qui suis raciste, c'est la société. T'as vu comment je suis en train d'essayer de Non, mais en vrai, c'est comme être sexiste intrinsèquement alors qu'on est une femme et qu'en fait, on l'est parce qu'on n'a pas eu le choix aussi. Il y a un moment où on n'a pas d'autres possibilités de prisme, de vision et tout. Et aussi parce qu'en fait, dans la culture en général, il y a très peu d'œuvres venant de personnes racisées qui sont autant mises en lumière que les œuvres des personnes blanches, tu vois, dans l'histoire, dans la littérature, dans la musique, dans tout ça. Et en fait, il y a une forme de snobisme, une forme de racisme aussi, que dans la culture, par exemple, dans la musique. Moi qui viens de la musique, j'ai toujours vu vachement valoriser des gens qui faisaient des choses que des personnes racisées avaient fait bien mieux avant elles, mais comme elles étaient blanches, en fait, d'un coup, c'était vachement bien vu. Je vais pas citer de nom parce que je veux pas me faire d'ennemis, mais il y a quand même, enfin, moi, j'ai des amis qui ont fait des chansons il y a 10 ans qui étaient incroyables et qui aujourd'hui, ils sont exactement les mêmes thèmes, qui passent à la radio toute la journée par des petites blanches aux yeux bleus et blondes et qui racontent qu'elles sont féministes et qui après vont faire de la pub pour Chanel et tout ça, qui en fait font des trucs où elles en ont rien à faire. En fait, c'est une posture aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une posture antiraciste pour dire on est tous ensemble et tout, mais concrètement, il y a très peu d'actions comme le fait de s'intéresser en fait à la culture des autres. Par exemple, moi, j'en ai marre de voir que les gens me disent j'adore le Moyen-Orient, j'adore l'Égypte, la danse orientale, les pyramides. Mais en fait, c'est pas juste ça en fait nos cultures. Déjà, est-ce que tu sais que l'Égypte c'est le Mashrek, c'est pas le Maghreb? Est-ce que tu connais le Mashrek? Est-ce que tu sais qu'en Égypte il y a des chrétiens et qu'ils se font défoncer la tronche depuis des décennies? Est-ce que tu sais? Enfin, en fait, toutes ces questions-là, la plupart des gens en France ne se les posent pas et font des amalgames parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Tu vois, quand on me dit que l'afrobeat c'est de la merde, mais que Mylène Farmer c'est génial, j'ai envie de dire, bah là il y a un problème de prisme et de racisme parce qu'en fait, factuellement, musicalement, techniquement, scientifiquement, c'est faux. En fait, ce n'est pas juste, c'est pas exact. Et il y a énormément de choses qui sont invisibilisées dès lors que des personnes blanches récupèrent, alors ça aussi c'est très intéressant dans l'art, en fait, dans les arts en général, l'antiracisme c'est aussi de dire arrêter l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle? C'est prendre des codes d'une autre culture qui n'est pas la sienne en étant soi-même d'une culture dominante et en enlever finalement le propos politique et ne prendre que le côté esthétique et vendeur et faire de l'argent dessus en excluant les personnes qui sont elles-mêmes exclues par la société encore plus. C'est-à-dire qu'on leur vole en fait leur culture en disant qu'elles-mêmes ne sont pas assez bien pour la représenter. Mais sur nous, c'est cool. Sur nous, c'est beau. Donc, la danse orientale, c'est un peu cheap, c'est un peu vulgaire, mais quand c'est une blanche, d'un coup, c'est super stylé, quoi. C'est comme la soul ou le rhythm and blues et tout. Il y a combien de personnes noires qui ont été volées de leur musique, etc. Et aujourd'hui, les personnes qu'on met en avant dans l'industrie de la musique, c'est souvent des personnes blanches qui, en fait, font
des choses qui appartiennent aux cultures, à d'autres cultures aussi. Et c'est pas grave à partir du moment où on n'invisibilise pas aussi ces personnes qui ont créé et grâce à qui aujourd'hui vous avez une identité musicale, pas vous ou tout le monde, mais par exemple dans le burlesque, il y a beaucoup de numéros qui sont énormément problématiques. Il y a un numéro qui parle de je sais pas, c'est une dame qui est à l'époque coloniale en tenue coloniale, c'est tout à fait cool et marrant d'avoir un chapeau colonial. Eh ben non, en fait, c'est pas rigolo parce que t'arrives sur scène et tu glamourises en fait le chapeau colonial. J'ai vu aussi des numéros de filles qui font de la danse orientale et elles arrivent, elles ont une voilette sur le visage et puis en fait elles arrivent et puis elles fument de la chicha sur scène et puis en fait c'est ce qu'on appelle singer une culture. Pour moi, c'est exactement la même chose que le blackface et comme ces choses-là, tu vois. À partir du moment où tu prends ça d'une culture qui est complètement ostracisée, qui est marginalisée, qui est complètement invisibilisée, illégitimée, enfin, je sais pas comment dire. Comment toi, ton combat, ce combat, parmi d'autres combats que tu as, mais comment t'arrives à le retransmettre dans ton art, notamment ce qu'est le burlesque? Alors déjà, j'ai jamais été dans un truc de la petite pin-up fragile et soumise dont le désir ne lui appartient pas et elle est uniquement elle subit le vent, elle peut pas soulever sa robe elle-même. Déjà, j'ai jamais été dans ce truc-là par rapport au féminisme parce que je suis pas juste antiraciste, je suis féministe aussi et profondément et depuis toujours. Et en fait, pour moi l'antiracisme dans mon art, c'est alors déjà j'ai monté mon cabaret aussi, qui s'appelle La Grande Insolente. Parce que apparemment je suis un petit peu trop insolente quand je dis attention, c'est pas ok l'appropriation culturelle, attention ton truc est un peu raciste, attention pourquoi il n'y a pas de personnes racisées sur ta scène et sur tous tes plans. Et du coup j'ai probablement une petite réputation d'insolence qui en fait enfin, voilà, donc j'ai appelé ça La Grande Insolente pour dire chez nous on va faire tout ce qui est pas, on va dire, politiquement correct aujourd'hui. Et attention, non, le wokisme n'est pas politiquement correct, ou en tout cas, une forme du wokisme peut être politiquement correcte, mais à partir du moment où il n'y a pas d'action concrète et où en fait surtout on ne prend pas de risques, parce que c'est pas facile l'antiracisme, c'est pas confortable, c'est pas un truc qu'on fait juste en s'amusant sur scène, en étant cul nu et puis en rentrant chez soi on laisse ça sur le palier. Moi quand je rentre chez moi, je laisse pas l'antiracisme sur le palier, contrairement à plein de gens qui font des numéros un peu burlesques, un peu militants soi-disant et tout, et qui en fait pensent rendre hommage à la culture orientale ou pensent rendre hommage, et en fait, à côté de ça, vous ne fréquentez pas de personnes arabes. Dès qu'elles vous disent qu'elles sont en colère, vous dites qu'elles sont trop en colère, qu'elles voient du racisme là où il y en a pas, etc., etc. En fait, c'est gaslight en permanence. Gaslight? Donc gaslight, ça veut dire en fait, tu invalides le ressenti de l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit je suis triste, elle te dit mais en fait t'es trop triste, ta tristesse n'est pas légitime là. En fait, tu devrais pas être triste. C'est ça le gaslight. Et c'est aussi ça quand on parle de différence de traitement entre la colère d'une blanche ou la colère d'une femme racisée. Elle n'est jamais considérée de la même façon. Moi, ce que je fais dans mon cabaret, j'ai décidé donc de prioriser absolument exclusivement les personnes racisées sur ma scène. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai eu beau poster des annonces pour dire ça, et ben en fait j'ai eu 99% de réponses de personnes blanches qui me disent oui j'ai compris mais au cas où et ça aussi c'est une posture de privilège de se dire à la fin ça va me revenir de toute façon, je sais que moi je fais ce que je veux et si à un moment j'ai pas le droit de faire ce que je veux alors c'est qu'on me prive de liberté. Mais si ce que tu veux faire c'est oppressif, oui effectivement on va te priver de cette liberté là et on va pas te laisser faire. Et c'est dur, c'est éprouvant, c'est compliqué. Sur le cabaret, voilà, ce que je fais, c'est ça. C'est dire, vraiment, si je suis en galère, d'accord, on prendra une personne blanche, mais sinon, vraiment, je veux que des personnes racisées. Ensuite, je veux pouvoir aider ces personnes parce que le problème aussi de ce milieu-là, c'est qu'il est un peu aussi classiste. Et ben souvent quand on est racisé, on n'est pas en haut dans l'échelle sociale, donc en fait c'est plus compliqué aussi de s'investir dans son art. On a plus ce truc d'urgence aussi, on a aussi une éducation à ben voilà, nos parents ils sont arrivés, ils ont galéré et on les a vus se sacrifier pour nous et on comprend que ça soit compliqué. On peut pas se permettre d'être juste des artistes nonchalants. On n'a pas les privilèges de se dire bah en fait moi j'ai 4 garants, quand je vais aller chercher un appartement, j'aurais pas je pourrais avoir des super plans d'appart et tout. Non, en fait, souvent, eh ben, il faut penser à avoir un boulot à côté. Donc, avoir une vie artistique, c'est plus compliqué, etc. Moi, j'ai envie que mon cabaret soit vraiment professionnel.
vraiment de la lumière sur les personnes queer racisées, mais aussi plus particulièrement les personnes queer d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est, parce qu'en fait, ça aussi, c'est très, très, très compliqué. Par exemple, quand je vois dans la communauté queer qu'on milite beaucoup pour les droits LGBTQ, c'est très, très glamourisé sur plein de choses, mais qu'en fait, on ne parle jamais des personnes qui viennent d'autres pays qui n'ont pas de papier, ou des personnes arabes qui viennent de pays où en fait l'homosexualité est passible de la peine de mort ou de la prison, comme en Égypte, par exemple. Et donc, pour moi, il y a un non-sens dans cette espèce de militantisme qui reste en fait malgré tout très très blanc. La visibilisation de certaines personnes crée par défaut une invisibilisation d'autres, qui sont les personnes racisées, qui sont les personnes qui ont moins d'argent aussi. Par exemple, pour être booké, il faut un costume à 5 000 €, mais quand on n'a pas d'argent et qu'on fait tout soi-même et qu'on n'a pas eu l'argent pour faire des formations, à je sais pas combien, des grandes études, des trucs de costumière, etc., c'est compliqué d'être au même niveau. Qu'en plus, il faut penser à travailler, il faut penser à remplir son frigo, il faut payer son loyer. On a la tête qui est pas remplie de la même manière. On n'a pas les mêmes problématiques aussi pour défendre notre art. Il y a un truc, je trouve souvent aussi chez les personnes moins privilégiées de survie en fait. C'est une question de survie de monter sur scène. C'est une question on n'a pas le choix sinon on crève. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous, en fait, pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce cabaret qui, bon, c'est quand même, c'est pas simple non plus, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui, moi, à la base, ce que je veux, c'est monter sur scène. Donc, je me suis mise dans une posture où c'est pas forcément aisé pour moi de faire ça, mais je sais que si je le fais pas, il y a personne qui le fera aussi. C'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas le choix d'être militant. Et c'est pour ça que c'est encore plus épuisant, parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix, sinon aussi on peut avoir du mal à se regarder dans un miroir et de se dire, bon, mon père ou ma mère, là, les valeurs qu'ils m'ont apprises, ils seraient pas fiers de moi si je laissais en fait, entre guillemets, mes frères et sœurs dans la galère, quoi. Et voilà, il y a un truc de sororité qui doit se faire et qui est un peu compliqué aussi quand on doit lutter pour remplir son frigo et manger 2 fois par jour, en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est aussi un truc très bourgeois aussi. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même, générale? Je parle pas forcément dans le burlesque, mais de manière générale. Est-ce que tu penses que ça va mieux? Alors, ça va mieux, pour moi, ça veut vraiment pas dire grand-chose. J'ai personnellement l'impression de beaucoup plus le voir, le racisme, que quand j'étais petite ou ado. Mais est-ce que c'est pas un truc c'est ma meuf qui m'a parlé de ce truc une fois que t'as mis les lunettes du féminisme ou une fois que t'as mis les lunettes de l'antiracisme, après tu vois plus qu'avec ces lunettes et tu vois plus le monde que comme ça, mais avant tu l'avais peut-être pas forcément remarqué. Oui. Est-ce que c'est ça, que toi ça y est, t'as tes lunettes et que... Ah non, moi j'ai toujours eu les lunettes, c'est juste que t'as ajusté ta vision? Ben oui, en fait, c'est-à-dire que c'est surtout que on avait conscience de plein de choses, mais on nous a inculqué, nous, en fait, on nous a bien appris à pas faire de vagues et à être positif et cette éducation un peu de soumission mais si tu fais le bien, tu recevras le bien, sois toujours quelqu'un de gentil, ne fais pas de vagues, etc. Et en fait, c'est surtout qu'à un moment, il y a une colère qui explose plus parce que tu te rends compte que ton père qui s'est battu toute sa vie pour des cacahuètes, il arrive à la retraite, il a 700 balles par mois et c'est le cas de beaucoup d'enfants d'immigrés et qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents se saigner toute leur vie pour la France et voir aujourd'hui qu'en fait ils galèrent pour juste manger 2 fois par jour et payer leur loyer. Donc c'est pas qu'il y a des nouvelles lunettes, c'est qu'en fait il y a un truc à un moment on a tellement pris sur nous, c'est exactement ce qui s'est passé avec Naël, avec ce qu'on appelait les émeutes qui sont en fait des révoltes, parce qu'à un moment, c'est juste, on nous a tellement invisibilisés, on nous a tellement dit, oh non, mais toi, t'es trop en colère, là, tant que tu parles et que t'es en colère, on t'écoutera pas. Mais en fait, tant que tu m'écoutes pas, je serai en colère, donc c'est un cercle vicieux. Tu vois, c'est un truc où, en fait, on s'en sort pas. Et je pense pas qu'il y a moins de racisme. Je pense que les personnes qui sont alliées et qui sont sincèrement antiracistes, profondément humanistes, comme elles le disent, et féministes, etc., elles ont pas cette volonté de défendre à tout prix que c'est des gens bien et des gentils, et donc ils se remettent vraiment en question. Mais en vrai, c'est pas la majorité. Et il y a aussi ce truc de le rainbow washing, de ce truc, à un moment, quand il y a de la thune à se faire sur une cause, bizarrement, il y a beaucoup de monde, là, d'un coup, qui se présente. Mais c'est jamais les concernés qu'on voit, en fait. Et c'est ce que je te disais, c'est comme sur cette vidéo, justement, où toutes les actrices, où il y a eu plein d'actrices françaises qui se sont coupées les cheveux en hommage aux Iraniennes. C'était tellement problématique, ce truc. Dont je fais partie, hein. En fait, c'est de là qu'est partie notre discussion, ouais. Ouais. Je le dis pour que les gens aient l'info, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, j'ai regardé cette vidéo. Bon, j'étais super cringée. Et puis après, j'ai vu ta tête. J'ai fait non, pas toi.
Pas Marine. Pas Marine, s'il vous plaît. Non, mais c'est vraiment ce truc du white savior, un peu de remettre toujours la lumière sur soi. Et c'est une analyse très intéressante que j'avais vue. Je suis désolée, je n'ai plus le nom, j'ai beaucoup de mal à retenir les noms des refs, mais c'était quelqu'un qui disait que tous les films qui parlent d'antiracisme, comme même American History X et tout, qui sont des films qui nous ont bouleversés, qui nous ont éduqués aussi. American History X, c'est un film des années 90 qui parle d'un néo-nazi qui finit en prison et là il devient pote avec un Renoir et du coup, en fait, d'un coup, il se rend compte qu'en fait c'est pas bien d'être raciste et qu'en fait, ça c'est hollywoodien quoi, c'est le cinéma. C'est toujours la personne blanche qui est au milieu, qui est le sujet. C'est toujours la personne blanche qui est valorisée pour son combat parce qu'elle n'est pas comme les autres personnes blanches, elle. Mais au final, toujours, le sujet n'est toujours pas les personnes concernées, en fait. On ne donne pas la lumière, la parole aux personnes concernées. Et en fait, c'est ça qui était super bizarre aussi dans cette vidéo des filles qui se coupaient les cheveux. C'est que déjà, en fait, il y avait zéro prise de risque. Excusez-moi, mais couper une fourche, oui, je suis d'accord avec toi. il y a pas de prise de risque. Et en plus, c'était que des blanches, en fait. C'est-à-dire que il y a sûrement la raison que, en fait, les personnes racisées, d'une, peut-être, n'ont pas été contactées. Donc, en fait, on n'est pas concerné par le sujet. C'est très bizarre. Pas au moins, enfin, j'imagine qu'il fallait être un peu connu aussi, mais il y avait pas d'actrice rebeu, quasiment. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Je pense que même si elles avaient été, du coup, contactées, elles auraient fait, ouais, mais en fait, c'est pas du tout OK comme façon de faire. Je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle au fait de ne jamais aller demander aux concernés si c'est OK ou pas. Pour info, ça s'est fait très vite. Et c'est vrai que tu m'as dit, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Et je t'avais répondu, mais j'ai demandé à des gens, c'était pas à toi. Mais j'ai quand même posé la question. Et on m'a dit, vas-y, tu peux pas te tromper. Et en fait, j'étais là, OK. Et par des gens qui étaient concernés, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est trop bizarre. Hein. Mais ça s'est fait hyper vite, très vite. Quand ça a été publié, je me suis rendu compte de plein de trucs qui étaient dedans, de tout ce qui n'allait pas aussi dans cette vidéo. Mais c'était trop tard, tu vois, c'était trop tard. Ça va me permettre d'apprendre de mes erreurs. Parce que il y a des questions que j'ai pas posées, que j'aurais dû poser. Tu vois, c'est plein de trucs qui ont fait que c'était, je pense, une erreur. Pour moi, en tout cas. Je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la culture et tout ça, par rapport même musicalement et tout ça, sur quand t'as invité des gens sur scène et tout, et aussi ce qui fait qu'on va aimer ou pas aimer aussi certaines musiques, etc. C'est aussi une histoire d'éducation. Et en fait, c'est ça, c'est que nous, on a grandi aussi avec, ce qu'on écoutait à la radio, c'était des mecs qui nous disaient, attention, je sais que c'est la galère, mais fais pas trop de conneries quand même, traîne pas dehors, enfin, tu vois, et parce que, en fait, la vie, elle va pas te faire de cadeaux, parce que justement, t'es pas privilégié, etc. Moi, c'est pas ce que j'écoutais, hein. Personnellement, moi, oui. C'était pas ça. Oui, mais justement, ça montre bien, on vient pas du même endroit, quoi. Et en termes de classe, en termes de tout, oui. Et du coup, nos sensibilités à l'art et tout ça, elles sont impactées aussi par un prisme blanc ou pas, en fait. Et tu vois, c'est que moi, je m'étais questionnée sur pourquoi est-ce que t'aimes autant les petites voix un peu minimalistes et tout ça, alors que tu connais des super chanteuses qui sont... Tu sais, il y a aussi ce truc on a beaucoup dénigré les chanteuses à voix, etc. Mais pourquoi ? Bizarrement, c'est parce qu'en fait, c'était surtout des femmes racisées qui étaient des chanteuses à voix et qui avaient des technicités de fou parce qu'en fait, encore une fois, un truc de survie, en fait, quand on monte sur scène. On monte sur scène comme on joue notre vie. C'est aussi des endroits où on est pour une fois pas invisibilisé quand on peut enfin monter sur scène. Et du coup, après, ça, c'est moi, hein, c'est mes théories au niveau, artistique et tout. Je pense qu'on donne pas la même chose sur scène quand c'est une histoire de survie ou pas, quoi, en fait. Pour moi, c'est compliqué de voir que on va beaucoup mettre en valeur des choses minimalistes parce qu'en fait, c'est des endroits où les personnes blanches sont plus à l'aise. Typiquement, l'histoire du saut de Surya Bonali. Je sais pas si tu connais cette histoire. Ouais, je suis au courant. Voilà. Donc, le fameux triple salto où elle retombe sur un pied, machin. C'était la seule à pouvoir le faire. C'était vraiment un exploit acrobatique, sportif, tout ce que tu veux. On lui a interdit de le faire parce que soi-disant c'était trop dangereux. On a interdit ce saut. Alors qu'en fait, c'était juste que c'était parce que c'était la seule à pouvoir le faire et que du coup, elle aurait gagné toutes les compétitions en fait. Et c'était pas possible pour tous ces jurés. Le patinage artistique, c'était plutôt un sport de blanc. C'était impensable qu'une femme noire gagne tous les trucs du monde, toutes les médailles et tous les trophées et tout, parce que c'était clairement la meilleure du monde. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc qui revient dans plein d'arts, dans plein de domaines aussi, où en fait, on va invalider ce qui n'est pas
la discipline des personnes blanches. Et encore une fois, c'est un truc culturel. Parfois, on comprend pas d'où viennent les références aussi parce qu'on ne s'est pas intéressé. Le fait de penser que, par exemple, le rap ou le R&B ou le rail ou ces trucs-là seraient forcément moins intéressants intellectuellement que la chanson française, eh ben, en fait, c'est du racisme. Moi, tous les rappeurs que j'ai écoutés dans les années 2000, 90, 2000, ben, en fait, j'ai jamais entendu de poète aussi incroyable. On s'est connus, toi et moi, dans le milieu du slam, mais tu sais, il y avait pas beaucoup de blancs dans le milieu du slam. C'était beaucoup des gens qui venaient pour réciter, pour raconter leur vie avec des poèmes et tout ça, parce qu'en fait, c'était un truc de survie. Mais moi, tu sais que je traînais que avec des blancs, hein, en vrai. Ah bon? Attention, ouais. Je sors le pistolet. Sur le podcast que tu as fait avec des chanteuses et le One Man Show. Mais voilà, et en fait, il y avait ce truc il y avait que des chanteuses, enfin, tu avais invité plein de chanteuses pour faire des reprises, que des chanteuses blanches, minimalistes, et en fait, tout ça, c'est culturel. Tu vois, il y a un truc où effectivement, naturellement, on va fréquenter des gens qui nous ressemblent. Mais on n'a, nous, pas cette problématique, je pense souvent les racisés, c'est qu'en fait, comme on a besoin d'être intégré, d'être inclus, d'être accepté, parce qu'en fait, finalement, il y a ce truc vraiment je me rappelle que Shirley disait ça dans une interview, elle disait, au début, je faisais des trucs pas forcément OK parce que j'avais tellement envie qu'on m'aime. Et je trouve que ça, c'est vraiment un sentiment qui est compliqué à comprendre pour plein de gens qui sont pas concernés et qui font que parfois c'est compliqué de gérer la dissonance cognitive, la dichotomie entre j'ai hyper envie d'être aimé, intégré, d'être entouré, d'avoir plein de potes, et en même temps, mais tous ces potes, ils sont pas OK, en fait. Ils me sortent des trucs racistes, ils me sortent des trucs méprisants, ils me considèrent pas pareil que leurs autres potes blancs, etc., en fait. Et il y a plein de trucs dans lesquels on m'intègre jamais, etc., parce que je n'ai pas une personnalité aussi, légère et nonchalante, qui en fait est possible quand on n'a pas tous ces tracas et qu'on n'a pas tous ces trucs de la société en permanence vous dit qu'on vous aime pas. Et je vois un truc depuis, pour moi, là où ça a vraiment vrillé, c'est à partir du 11 septembre 2001. C'est vraiment là où j'ai commencé à voir que les gens se décomplexaient sur le racisme et où, en fait, je voyais même des chauffeurs de bus à qui je demandais mon chemin et qui, délibérément, me donnaient le chemin opposé pour me mettre en galère, en fait, et gratuitement, comme ça. Enfin, voilà, le racisme, mais aussi toutes ces petites choses, en fait. C'est aussi de dire, ouais, en fait, j'ai pas envie d'inviter Machine à la soirée parce que elle aurait envie de mettre, à un moment, elle voudrait mettre du R&B et c'est relou, quoi. Donc, tu vois, c'est un exemple exprès hein, que je dis futile et tout, mais voilà, le racisme, c'est vraiment plein de choses, et c'est surtout, et comme j'aime à le dire, c'est l'absence de bonnes intentions, en fait, aussi, avant toute chose. Merci, Haute Vie de Jouy. Eh ben, de rien. On peut le dire, c'est un pseudo. Non, c'est super. Non, mes parents, ils m'ont appelé comme ça, pour que je m'intègre, vraiment. À chaque fois que je te parle, à chaque fois, il faut qu'on fasse du montage. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler avec nous de tout ça. On peut retrouver ton cabaret La Grande Insolente, c'est tous les... Alors non, pour l'instant, il est en pause. Je cherche un lieu. D'accord. Donc on cherche un lieu. Donc, mais sinon ça reviendra. Il y a un Instagram. Allez suivre l'Instagram. Oui. Allez suivre et découvrir plein d'artistes incroyables qui sont pas forcément mis en lumière ailleurs et qui méritent vraiment beaucoup plus de lumière et de visibilité. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invitée. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Sarah Mazouz sur l'intersectionnalité. Bonne semaine à vous.